Alors c'est donc la deuxième année que le syndicat de la critique dramatique, musique et danse, c'est l'intitulé exact, organise ces conversations critiques sur des rencontres impromptues. On a bien évidemment essayé de voir à peu près les pièces, on ne les a pas toutes vues. Mais l'idée étant de prolonger un petit peu le dialogue, d'abord avec nous-mêmes, on écrit d'abord un peu compliqué à la page blanche, et puis on a les échos du spectacle qui nous reviennent, et puis voilà, on se lance dans l'exercice de la critique. Et avec le public, parce qu'on trouve ça intéressant d'avoir un échange, c'est toujours un enrichissement. Cette année, donc à mes côtés, donc on va parler effectivement de trois pièces de la saison, c'est-à-dire Macbeth, dans la mise en scène de Laurent le fait dans la mise en scène de Jules Martinelli, et La République de Platon dans la mise en scène de Grégoire Ringgold. Alors, pour en parler autour de moi, Angélique Lagarde, donc de Courant d'Art, qui est un site internet qui fait de la critique de théâtre et qui travaille aussi pour Prétexte Pluriel et Radio Anguin. Chantal Voiron, qui est rédactrice en chef de la revue Ubu. Je te fais de la pub. Super revue. Et puis, pour la première fois, à nos côtés, de manière générale, parce qu'on a déjà fait beaucoup de conversations critiques à Avignon, deux étudiants, Léo et Mathilde, qui sont en licence, en troisième année de licence sciences humaines, option journaliste, qui ont bossé, je pense, en plus. Je suis épatée, je les vois avec les livres et tout ça me donne. Voilà, ils ont relu Platon. Ils ont relu Platon, Shakespeare, comparé Platon avec Racine, enfin, et alors, on a quelques excusés. Jacques Nerson devait être là et il s'est complètement trompé de date. Il est confus, je viens de l'avoir. Donc, c'est quelqu'un de très sérieux. Donc, vraiment, je peux vous assurer que. Voilà, il me dit là où je suis, je ne peux pas te rejoindre. Mais écoute, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et puis, bon, pas mal de défections parce que de manière générale, quand même. Non pas que nous soyons feignants, les critiques, mais ça devient de plus en plus difficile de tout voir. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un démarrage théâtral cette année, non pas sur des chapeaux de roue, mais il y avait quand même énormément de spectacles à Paris, en banlieue, et que peut-être qu'on est feignant parce que le réflexe d'aller maintenant dans les lieux de la décentralisation, j'ai l'impression qu'il se perd peut-être un petit peu quand même, et qu'en ce moment on vit des périodes un petit peu pas étrange, mais un petit peu, on est dans l'incertitude. Par exemple, on savait que Martinelli partait, on ne savait pas qui allait être nommé après lui. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est nommé hier, ce sera donc Philippe Ken qui lui succédera dans cette maison. Idem pour Aubervilliers, idem pour voilà, plein de TGP, le théâtre ouvert, enfin voilà, il y a eu tout un tas de. On est dans une période de mutation, on ne sait pas trop où on va. Peut-être qu'on en parlera si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs, hein, c'est des spectacles, mais c'est une question aussi qui me préoccupe, voilà, parce que effectivement, diriger une maison comme Nanterre, c'est pas rien. Il y a une histoire et puis il y a quelque chose, une nouvelle histoire à construire. Donc voilà. Donc dans la mise en scène de Laurent Pellier, dont je vais laisser travailler les camarades parce que je ne l'ai pas vu. Mais qui se lance? Alors on fait. On laisse ça, tu veux qu'on. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu non plus. Ah, ben, on l'a vu. Moi, je l'ai vu, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant que. Non, je sais pas. Si tu veux. On va dire Chantal, et puis après on. Alors, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. La mise en scène de Laurent Pellier, on dira que c'est un beau spectacle visuellement. Moi, ce que j'aimais, je vais vous dire ce que j'aimais comme ça, très simplement, de façon très informelle. C'est la clarté de la pièce que nous a fait entendre Laurent Pellier, parce que Macbeth, je trouve que c'est une des tragédies de Shakespeare qui pour moi est une des plus complexes, et j'ai trouvé qu'il avait fait un travail de grande clarté,
par sa mise en scène. On peut dire aussi que peut-être ce travail de clarté, il est dû, à mon avis, à la traduction, je ne sais pas si on en parlera, mais à la traduction de Jean-Michel Desprats, qui est remarquable, qu'on avait entendu ailleurs, mais il est certain que là, il y avait un travail que on suivait ce texte, on suivait cette histoire de Macbeth de façon très, très, très facile, très agréable, et c'était extrêmement intéressant. Ce que j'aimais aussi, c'est l'évidence, la force du couple Macbeth et Macbeth, alias Thierry Ancis et Marie-Sophie Ferdal. On y croit. C'est un couple qui s'impose aussi bien dans sa monstruosité, dans sa complicité terrible jusqu'au bout, lié par le sang, ce sang qui n'arrive pas, que Lady Macbeth n'arrive pas à effacer sur ses mains, et qui les unit, je veux dire, je pars de là jusque-de là et par-delà la mort. Ce que j'aimais aussi, c'est la lumière, qui magnifie tout, ce travail sur la brume, les images simples, belles, avec une grande force symbolique, presque, je vais dire, comme dans des livres d'enfants. Par exemple, le trône de Macbeth, trop haut pour lui, puisqu'il est obligé de prendre une échelle pour grimper. Et on se dit bien sûr que ce trône, c'est peut-être un trône illégitime, inaccessible, étant donné que ça passait par un meurtre. Et j'ai trouvé donc l'idée très très belle. J'ai beaucoup aimé aussi même l'image de la maison de Macbeth. J'ai trouvé que là encore, vous pensez, je pensais à certains livres d'images, et j'ai trouvé que c'était extrêmement beau. Ce que j'ai moins aimé, beaucoup moins aimé, juste partagé sur ce spectacle, ce que j'ai moins aimé, pour rester sur la scénographie, ce sont ces murailles mouvantes, ce labyrinthe. Donc il dit que dans le texte, il dit qu'il avait envie de créer cette image du labyrinthe. Donc le labyrinthe, il est là. Sûrement, il est là, mais il n'arrête pas de bouger, il est mouvant. Au début, je trouvais ça formidable parce qu'effectivement, il redéfinit, c'est-à-dire que tout en restant dans le même espace scénique du théâtre, sur le plateau, on suit toute cette action qui est quand même complexe, qui nous emmène dans des lieux extrêmement différents, dans des châteaux différents, dans des endroits de guerre, et à travers le temps, à travers l'espace, comme Shakespeare le fait. Et donc, je me disais, c'était effectivement une très bonne idée, à la fois simple et juste. À la fin, moi, j'ai trouvé que c'était devenu lassant. Et j'avoue que j'ai décroché, que je commençais à décrocher vers la fin. Je trouvais que ça demandait beaucoup d'attention. Ce que j'ai trouvé aussi beaucoup trop fréquent. Et c'est pareil, j'ai trouvé que ça fatiguait l'attention. C'est les levées et baissées de rideaux sans cesse, à changement presque chaque pas seulement acte, mais presque on dit par moment, par scène, parce que effectivement il y a ces mouvements peut-être de changement de décor, j'en sais rien. Moi je trouve que c'est... Moi déjà maintenant, moi j'aime pas les rideaux qui se lèvent et qui se baissent, quand ça arrive trop fréquemment. Là j'ai trouvé que ça... Peut-être que c'est un point de vue complètement subjectif, j'ai trouvé que ça arrivait trop fréquemment. Et ça m'a beaucoup fatiguée, et j'ai l'impression que mon attention décrochait vers la fin. Et puis d'autre part, ce que j'ai pas non plus, et qui va un petit peu dans le même sens, ce que je n'ai pas... ce qui m'a un petit peu... Enfin, j'ai trouvé trop... J'ai trouvé qu'il y avait trop de musique. Alors en même temps, je sais pas, il y avait le soir, le dimanche où j'étais, il y avait à côté de nous Jacques Lassalle, qui est un grand metteur en scène, et qui nous expliquait au fond combien la musique était juste par rapport. Alors je pense qu'il y avait du Verdi, on l'entend à un moment des valses quand il danse, quand il y a la fête, mais apparemment, bon, pour lui, il y avait une très grande justesse à utiliser la musique comme elle était utilisée. Moi, je n'ai pas cette connaissance musicale, je l'avoue. Et parce que là, Jacques Lassalle nous entendait parler, il opinait, il disait oui, mais c'est très juste, c'est très intéressant, non, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Et moi, j'avoue que j'ai pas su percevoir ça. Et que pour la seconde partie, j'étais rentrée de façon très enthousiaste dans le spectacle. J'ai un peu décroché sur la fin pour les raisons que je viens de dire. Par contre, j'ai trouvé les acteurs formidables, j'ai trouvé que la distribution était bonne dans l'ensemble et que tout ce qui était action était très bien. Encore une fois, c'est un beau spectacle, il n'y a rien à dire. Le spectacle est beau quand on le voit visuellement et ça s'enchaîne, à part ces problèmes dont je parlais qui m'ont fatigué, ces problèmes de scénographie, ça s'enchaîne de façon assez vite. Maintenant, je trouve que c'est une lecture, si on doit parler de la lecture, du metteur en scène de cette pièce, je dirais qu'elle est un peu courte pour mon goût, parce que justement, peut-être à cause de ça, je me suis dit, oui, c'est très beau, il a fait de très belles images. Oui, la pièce, on l'entend, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu aller plus loin? Oui, on a un couple, c'est vrai, on a un couple, il y a un couple monstrueux. Maintenant, voilà, je me pose des questions sur... pour moi, c'était une belle mise en scène, mais peut-être qu'il aurait pu aller plus loin. Bon, merci. Merci Chantal. Mais c'est vrai que l'on
travaille beaucoup sur les images. On va bien sur sa forme. Mathilde, peut-être Je vous rejoins tout à fait sur l'idée de ces décors qui, à force de se déplacer, obligent à baisser le rideau régulièrement. Et donc c'est vrai que c'est déjà une pièce qui est très longue en soi. Donc le baisser de rideau permanent, ça finit par épuiser un petit peu le spectateur. Ça sort, c'est systématique. Voilà. Et du coup, on sort de la pièce à chaque fois et ça demande à chaque fois un effort pour se remettre dedans. Après, pour ce qui est des interprétations qu'il a fait du texte, moi je l'ai trouvé très fin et très intelligent. Notamment parce qu'il sortait de tout contexte, on n'était pas dans un contexte historique ou quoi que ce soit, c'était quand même assez neutre. Et le moment qui m'a frappée, c'est quand on voyait ce couple monstrueux justement qui était couronné et qui est presque devenu un couple de stars hollywoodiennes quand elle arrive avec sa longue robe. Et ça montrait vraiment tout le faste dans lequel ils arrivent, mais un faste qui devient superflu parce qu'il ne leur appartient pas justement. Et justement, toujours dans les costumes, ce qu'il a fait des trois sorcières, en les rendant complètement androgynes, en faisant des personnages clownesques, mais en même temps très, très angoissants. Et le jeu d'acteur sur ces trois personnages était vraiment formidable, c'était presque animal la manière dont elles se déplaçaient, dont elles évoluaient sur scène. Et par contre, ce qui manquait un peu, et là où j'ai trouvé que c'était léger, c'est qu'en lisant la pièce, j'attendais beaucoup des décors, en particulier de l'épisode final avec la forêt qui avance. Ah oui, c'est vrai. Et je n'ai pas eu de forêt qui avance. Et donc, je sais. Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur l'idée des décors labyrinthiques. C'est qu'en fait, justement, ils permettaient une sorte de matérialisation de la folie, puisque justement, il y avait cette idée de mouvement, à chaque fois de changement, c'est-à-dire que le but des indécisions vis-à-vis de Macbeth, en fait, qui au début est un petit peu en recul vis-à-vis de Lady Macbeth, qui elle est beaucoup plus péremptoire vis-à-vis de son intention de vouloir tuer le roi. Et justement, j'ai trouvé ça. En fait, au début, je m'attendais à un côté, voilà, comme tu disais, Mathilde, très face des décors et justement une sorte de profusion, tant d'éclat. Cette épuration, je l'ai trouvée un petit peu déconcertante, mais en un sens, puisque tout se passe dans la tête des deux époux, j'ai trouvé ça assez agile en fait au niveau de la mise en scène. Même si effectivement, c'était pas la première chose à laquelle on pourrait s'attendre. Et oui, aussi au niveau de la forêt. Étant donné que l'idée de prophétie a énormément de poids philosophiquement parlant, c'était un petit peu dommage, étant donné que c'est quand même ce qui fait totalement changer le point de vue du roi vis-à-vis de son invulnérabilité. Et je pense que le fait que les décors soient très neutres, ça a permis d'entendre le texte, de vraiment se concentrer sur ce qu'avaient à dire les personnages et ce qu'ils nous apportaient. Oui, ça c'est vrai qu'on entend très très bien le texte, c'est indéniable. On l'entend pertinemment, puis il est intelligemment, enfin, je veux dire, on l'entend dans l'intelligence du texte. Mais pour en venir à cette histoire de labyrinthe, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que ça se passe aussi dans la tête de Lady Macbeth et de Macbeth, mais quand même, par exemple, quand il y a des moments de guerre, des choses comme ça, voir ce mur, ce labyrinthe qui est là, je trouve qu'à un moment ça devient même pas tout à fait crédible. C'est-à-dire, il y avait des moments où je me disais, mais s'il avait laissé l'espace nu, est-ce que ça n'aurait pas été aussi simple? Est-ce qu'il fallait qu'il nous ramène son mur, ou ces morceaux, ces éléments? Je me suis posé la question, vraiment. Je me suis dit, est-ce que c'est indispensable, quoi? Un petit peu comme je lève le rideau, je baisse. Et là, on disait tout à l'heure, ça devenait tellement systématique et tellement répétitif que finalement, je veux dire que ça enlevait la force de peut-être ce qui était une excellente idée. C'est un peu ça ce que je lui reprocherais. Oui. C'est-à-dire que la lassitude, moi, je l'ai trouvée plutôt, comme je disais, vers la fin, quoi. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec vous, il était trop présent, en fait. C'était ça. Oui, on a l'impression qu'on s'est dit que c'est comme s'il avait eu une très très bonne idée, vraiment d'excellentes idées, mais qu'en fait, il s'est reposé sur cette très bonne idée, et qu'en fait, il n'avait pas cherché à la renouveler ou à la remettre en cause pour effectivement, quand vous dites, oui, la forêt, il ne l'a pas traité, donc il aurait peut-être pu se poser une question et trouver de la même façon, avec autant d'ingéniosité et d'intelligence, de finesse, une idée qui aurait pu symboliser
cette avancée de la forêt. Je pense que ce qui manque un peu quand on lit la pièce, tout le début se passe dans des plaines. Et je pense que le paysage aurait eu une importance vraiment une grande importance tout au début quand ça se passe dans ces plaines un peu embrumées. Et c'est vrai que le labyrinthe limite un peu. Notamment au tout début, quand justement il y a ces scènes de combat. Et à la fin, quand il y a le combat final, les pans de mur se reculent. Ouais. Et on n'a rien par ces projecteurs au fond. Enfin, on ne voit pas vraiment l'armée, on ne perçoit pas la... Alors effectivement, comme dit Léo, peut-être qu'il a voulu, je ne sais pas, enfin, peut-être discuter avec vous, mais peut-être effectivement, enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu abstrait. C'est une scénographie assez abstraite. On se dit c'est à la fois simple, c'est très signifiant. L'idée du trône, c'est que cette chaise comme ça, c'est assez incroyable. Enfin, comme ça, on se rend bien compte qu'ils ne pourront jamais atteindre, qu'ils sont complètement illégitimes. Mais en même temps, c'est des idées très belles, très simples. Mais en fait, voilà, on reste un petit peu sur sa fin. On se dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu aller un petit peu plus loin Bon, maintenant, c'est une pièce tellement complexe, tellement... Je me souviens d'avoir vu la première fois dans la mise en scène de Jacques Rasseneur, j'avais rien compris du tout. Il y avait des militaires qui sortaient ce bout de nord, de machin, là, ça m'était passé par-dessus la tête, et j'avais trouvé ça très très ennuyeux, et là, à force de la voir, on finit par comprendre. C'est vrai qu'elle est complexe, et peu de metteurs en scène s'aventurent dans la mise en scène de Macbeth. J'en avais vu une l'an dernier au Festival Scène d'Europe à Reims, qui était montée par un metteur en scène hollandais. Et le dispositif était incroyable parce que on serait cru dans un conseil d'administration. Et c'était extrêmement... c'était d'une froideur absolue, les décors étaient minéraux, enfin il y avait des tons très bleus, et c'était un couple de serial killers, mais prêt à tuer et à tout pour le pouvoir. Là, ça caricature un peu, mais il y avait cette espèce d'engrenage de la folie, et en même temps, le décor se transformait sans bouger. Il pouvait devenir le tribunal, l'arrière-cuisine où il se faisait à manger. C'était assez habile et astucieux. Et bon, on entendait quand même la pièce, effectivement. Mais eux, ils avaient concentré sur le pouvoir. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que dans la salle, on peut prolonger le dialogue dans la salle, parce que vous avez peut-être des choses à dire, si vous l'avez vu. Ou si vous ne l'avez pas vu, mais vous avez vu d'autres Macbeth. Je trouve que pour le décor, mais c'est haute muraille qui bouge un petit peu en plan, ça donne aussi une impression d'enfermement dans lequel le couple est depuis le premier passage à l'acte. Est-ce que c'est un peu Léo quand il parle de... Oui, de ce qu'il essaie de sous-entendre. La folie. Oui, s'en sortir. Oui, c'est ça, c'est abstrait, c'est dans leur tête aussi, oui. Oui, c'est juste. En même temps, on se dit que dans Macbeth, il se passe des choses, c'est une pièce d'action quand même. Alors, parfois, on est un peu... bon, voilà. C'est peut-être compliqué de lier les deux. Enfin, j'ai pas vu celui-ci, mais en écho, je pense à celui de Guy Cassière que j'ai vu récemment à Strasbourg. Il y a un très très beau travail scénographique, justement, qui représente bien la folie du couple, avec un plateau de lattes de bois qui se rapproche du au fur et à mesure du spectacle et qui se détruit. Donc c'est vraiment... Oh là là, la forêt qui avance. C'est ça, c'est le plateau qui avance sur nous en fait, et les sorcières sont symbolisées par des chanteuses lyriques qu'on ne voit pas avec un orchestre en fausse. Donc là, c'est un travail de son et de scénographie qui fonctionne super bien, mais du coup les comédiens sont statiques puisque concrètement ils ont très peu d'espace de jeu. Donc je pense que c'est compliqué d'avoir ces deux aspects qui fonctionnent. À la fois l'aspect visuel scénographique très réussi et le mouvement dont on aurait besoin de cette pièce. Oui, c'est pour ça que tous les metteurs en scène, l'éducation, c'est pas pour moi, c'est voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle et avec une distribution assez exceptionnelle. Direction d'acteur aussi, c'est bien. C'est bien. Vous avez cité Thierry Orsis et Marie-Sophie Servat. La distribution était très homogène également. Une belle distribution. Oui, je trouve que c'est un des plus beaux spectacles du début d'année. On n'a pas tout vu, mais de ce que vous pouvez voir à Paris. Je pense que le petit manque, peut-être, c'était justement, c'est très centré sur Macbeth et Lady Macbeth. Et le souci, c'est que parfois, on a du mal à retrouver les personnages secondaires. Par exemple, les deux fils, on les voit apparaître un petit peu, mais on les confond assez. Et il me semble que c'est quand même une intrigue politique, puisqu'il s'agit d'un jeu de pouvoir. Et le petit manque, quand même, c'est de ne pas réussir à bien identifier les deux partis politiques. Donc,
on comprend peut-être moins la subtilité de des trahisons secondaires. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, on est vraiment centré sur le couple. Il a vraiment centré sur le couple. D'abord, il a choisi quand même du français, puis Marie-Sophie, elle est ex du français. Enfin, il a choisi. Mais c'est vrai qu'en plus, elle est très belle. Il y a quand même un rapport de. On comprend qu'en Cis, que Macbeth est complètement, je veux dire, sous la coupe de cette femme. Enfin, on comprend toute la manipulation qu'il peut y avoir intérieure d'eux. On comprend le rapport parce qu'en fait, et qu'ils aillent jusqu'au bout de ces actes, jusqu'au bout de leur crime, quoi. Je trouve que là, on peut comprendre tout à fait, il y a un rapport dans le couple qui est assez intéressant à analyser, quoi. Mais il reste, c'est juste, hein, c'est le couple, il s'impose à nous jusqu'au bout. Et en fait, c'est vrai, c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est comme dans le Roi Lear, quoi. À un moment, il y a quand même les fils qui sont là, et puis, je veux dire, qui renversent la peur, enfin, les choses et là, c'est vrai qu'on le pense, quand on repense à la pièce 2-3 mois après, on pense surtout au couple, et on pense moins aux autres personnages, et à cette question des générations. Parce que c'est toujours quand même ça, chez Shakespeare, quand même. Que ce soit, et dans Macbeth, ça y est encore. C'est une façon très importante. Par contre, justement, ce couple, moi, j'avais jamais vu d'autres représentations de Macbeth, donc c'était la toute première, mais à la fin, au moment où on annonce la mort de Lady Macbeth, je m'attendais à une autre réaction, en fait. Parce que finalement, ce couple se termine de façon un peu... Et je trouve qu'à la fin, je ne sais pas pour vous qui avez beaucoup aimé le spectacle, moi je trouve quand même que la fin était un peu. On était un peu déçus à la fin. Alors, je ne sais pas si vous. Nous, au début, la première partie jusqu'à l'entracte, puis après, c'est là où les questions. J'étais avec une amie, on est rentré en voiture, on a mis journaliste, on discutait, et là c'était là où les questions, les doutes. Alors que jusqu'à l'entracte, on était très enthousiastes quand même. Et on était un petit peu déçus sur la fin, je ne sais pas si... Mais lui, le roi, Macbeth, il est toujours en questionnement, en fait. Ouais. Et cet événement qui arrive, c'est aussi un petit peu... la mort de la reine, c'est un petit peu comme un soulagement. C'est la fin de tout, finalement. Ouais. Il se questionne tout le temps, finalement. C'est elle qui mène les... Oui, c'est la chose. Oui, il est sous ça c'est évident, on est bien d'accord. Il y a un rapport de séduction, elle le fait très bien. Elle est très bien dans ce rôle-là. Mais bon, voilà, c'est simplement comme ça. Je me demande si ça. Oui, il n'aurait pas dû s'interroger, s'il y avait peut-être une glace de fête, une petite platine, un petit festin chez le metteur en scène. On aurait bien aimé que ce soit. Voilà, c'est un peu mon avis. D'après Platon, c'est un texte d'Alain Badiou et la mise en scène et scénographie de Grégoire Nicolas. Pas la distribution, parce qu'ils sont à 5, enfin, c'est pas le problème. Je sais pas, peut-être on va donner la parole à Léo pour commencer. Hein, on va changer. Parce que c'est le garçon, on va. Alors, vous avez relu la revue de Platon j'ai relu le premier livre. Ah oui, voilà. La justice. Alors la première, disons que globalement j'ai énormément aimé la pièce, mais j'ai été déçu par quelques manques en fait. Disons que déjà premièrement, lorsque le spectacle a commencé, on était dans le noir complet et ça me faisait penser qu'on allait commencer dans la caverne, ce qui était déjà une grande attente. Ensuite, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est la phrase assez connue de Platon sur la question de la justice, qui est qu'il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Et en fait, justement, on arrive à la fin à une réponse apologétique de Platon, enfin de Socrate. Et le problème, c'est que cette réponse, finalement, il manque la verve et le côté très tranchant, en fait. C'est ça qui m'a manqué vers la fin. C'est-à-dire que le Socrate qu'on lit dans les différents dialogues s'impose, malgré ce couvert d'ignorance, s'impose beaucoup plus, en fait, malgré justement le manque de réponse. Mais après, je pense que c'était un choix de Engel, mais ça m'a un petit peu déçu. Mais cela dit, j'ai beaucoup aimé l'utilisation de l'espace, et parce que par exemple, à un moment, il y a aussi des musiques comme en sorte d'internet. Et par exemple, à un moment, au moment où Trazimac
décide de se liguer en fait entre les quatre, il y a un changement dans les traits, c'est-à-dire que les personnages se mettent d'un autre côté face à Trazimac qui reste tout seul du côté opposé de la scène. Et sinon, j'ai trouvé l'utilisation des dialogues et sa modernisation à travers des exemples qui étaient c'était extrêmement drôle. Oui, et puis l'idée aussi des tableaux, vraiment, c'était très, très subtil, très bien. Après, avec humour et avec simplicité, mais qui recèle toujours cette force philosophique. C'était intéressant. Angélique? Alors, je suis désolée, Léo, je ne partage pas du tout. C'est pas grave, c'est normal. Donc, alors, comme toi, j'ai pensé à la caverne quand on est entré dans cet espace avec les lumières. C'est voilà, ces petites alcôves. Je me suis dit qu'on allait me plonger dans ce type d'univers. Puis rapidement, non, mais la scénographie ne m'a pas dérangée. J'ai trouvé ça intéressant de nous poser au même endroit que les comédiens, que les interprètes, et pour qu'on partage un échange ensemble, une dispute en fait. Voilà, j'avais envie d'une dispute philosophique à laquelle, à mon sens, je n'ai pas assisté. J'ai entendu un conteur faire un préambule que j'ai trouvé un peu long, et ensuite je n'ai pas réussi à me figurer les concepts philosophiques que tentaient d'interpréter les personnages. Quand on lit un peu la proposition du metteur en scène, il exprime clairement qu'il ne veut justement pas donner corps à ces personnages pour qu'ils puissent exprimer des idées. Et j'ai trouvé qu'il avait voulu trop justement leur donner corps, leur faire arborer des costumes qui pour moi n'avaient aucun sens, ne correspondaient ni à une époque précise, ni à des thématiques précises. J'ai trouvé toute cette façon de faire très scolaire en fait, et c'était la seconde fois que je voyais un texte d'Alain Badiou mis en scène. Le premier était Ahmed Philosophe, et c'était une très très belle découverte. J'attendais peut-être beaucoup de ce spectacle. Là, j'ai aimé le texte d'Alain Badiou. J'ai aimé ce que j'ai entendu. Je n'ai pas aimé la façon dont je l'ai entendu. Merci. Mathilde? Oui. Je pense que le gros défi de cette mise en scène, c'était justement de réussir à exprimer au public les concepts philosophiques. Et effectivement, je suis d'accord que sur certains dialogues qui étaient peut-être un peu longs ou rapidement dits, on finissait par décrocher. Comme ça traitait que d'un thème, qu'est-ce que la justice, on pouvait se retrouver, on finissait toujours par raccrocher un wagon, mais ça restait quand même sur certains points un peu arides. Après, il y a quand même eu un très très gros travail pour impliquer le spectateur. À plusieurs fois, on était un peu interpellés. Et surtout au niveau du positionnement justement des spectateurs qui étaient vraiment aux côtés des acteurs. Ça c'était vraiment très intéressant. Après, en lisant le texte, ce qui m'a un peu interpellée, c'est que c'était surtout Socrate qui parlait. Et donc le fait qu'il ait réparti la parole entre ces différents acteurs, ça c'était très important. Parce qu'avoir un seul Socrate sur scène qui s'exprime tout le long, je pense que ça aurait été un peu difficile. Et après, je pense que le bon point de la pièce, c'était qu'elle ne soit pas trop longue. Parce que justement, c'est qu'un seul concept philosophique, donc déjà 1h30 sur la justice, c'est intéressant, mais 2 heures, ça aurait été vraiment Alors, elle dure 1h30, c'est ça? Oui, 1h30. Moi, j'ai l'impression que ça durait 3 heures. J'ai beaucoup de réserves sur ce spectacle. Pour les raisons qu'évoquait Angélique, peut-être parce qu'Ahmed Philosophe était réjouissant, était drôle, voilà, ça nous parlait, ça nous obligeait à réfléchir, à se remettre en question. Et là, j'ai subi ce texte-là. J'ai trouvé qu'il était proféré, qu'il était surjoué, qu'on était dans une... Et donc, je ne sais plus qui a dit que c'était scolaire, mais pour le coup, je me disais, mais c'est pas possible. J'avais l'impression qu'on était dans un atelier de théâtre au lycée. Pour moi, ça a été un calvaire du début à la fin. Avec, alors oui, évidemment, il y a des impressions publiques, mais enfin, c'est pas très nouveau, c'est pas... Et puis de toute façon, on ne répond rien. Donc, enfin, moi, je ne sais pas. J'étais vraiment
j'étais accablée. J'avais le sentiment d'accablement sur cette question de la justice qui s'étire, qui déroule le fil. Et puis, effectivement, c'est tellement long qu'on peut décrocher, à un moment donné, hop, on retend l'oreille. Oui, bon, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais c'est tout mais c'est la difficulté, peut-être, d'avoir des questions comme ça philosophiques au théâtre. Est-ce que c'est le mieux ou pas, ou est-ce qu'il faut les penser autrement pour la scène, parce qu'on les incarne avec les acteurs. Il y a des costumes, même des costumes, effectivement, il y a plus c'est pas le problème. Moi, j'ai envie de défendre comme je peux, moi, je défends parce que, bon, c'est pas parce que j'ai fait du grec, j'ai voulu me plonger dans. J'étais chercher mon tome de la Pléiade, mon livre de la Pléiade, et puis je me suis dit, voilà, d'accord, c'est le premier livre de la République. Puis j'ai commencé à lire, je me suis dit, oh ben non, finalement, avec Badiou, c'est quand même plus simple. J'ai oublié que c'était si compliqué. C'est que c'est très compliqué, hein, effectivement. Ben, je veux dire que quand même, attends, je t'assure, ben, lis-le, prends-le. Et remets-toi dans Platon, c'est quand même, en tout cas dans la Pléiade, peut-être qu'il y a d'autres traductions qui sont peut-être plus accessibles, mais c'est quand même pas évident, parce qu'effectivement, c'est ça, il stationne de toute façon. Quand on lit ce dialogue sur la justice, enfin, le livre 1 sur la justice et l'injustice, puisqu'il y a l'éloge de Thrasymachus, de l'injustice par Thrasymachus, on s'aperçoit qu'effectivement, on stationne, on avance, on recule, et c'est toujours dans la dialectique, et qu'en fait, pour arriver à dire, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, je ne peux rien dire, j'essaie de noter, je voulais noter dans la Pléiade ce qu'il dit, oui, c'est tout ce que je sais, enfin, il dit pas ça comme ça, il dit, je ne sais rien, je ne sais pas, il dit, hein, ni sur ce qu'est la justice, puisqu'ils essaient de définir la justice, ni sur le fait si la justice peut rendre heureux ou pas, parce qu'il y a l'idée du bonheur, que quand même ça m'avait pas frappé ça, moi, quand je faisais du grec en fait, quand j'étais gamine, je me suis dit, mais déjà dans la République, il parle aussi du bonheur, c'est quand même intéressant. Non, c'est très complexe. Et c'est quand même, alors naturellement, bien sûr, je me suis dit, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que faisait Badiou. Moi, je suis d'accord avec Léo, j'ai trouvé que c'était quand même d'une modernité incroyable. Bon, alors il fait d'un personnage une femme, bon, parce qu'il n'y a pas de femme, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, Amanda, ça doit être, je sais plus, j'ai essayé de retrouver le personnage qui est dans le dialogue. Mais sinon, bon, effectivement, il y a bien Thrasymachus, il y a bien Polémaque qui parle, puis le Glauque, c'est Glaucon, quoi. Donc voilà, on retrouve. Donc il a pris une espèce de liberté, mais qui est assez intéressante, c'est du Badiou, quoi. Mais naturellement, il n'écrit pas Ahmed, quand il écrit Ahmed, il écrit Ahmed. Là, effectivement, alors moi je me demande si cette volonté d'être scolaire, c'est pas une volonté chez Badiou. Il prend parce que. Je me dis, maintenant, j'ai vieilli un petit peu, je devrais pouvoir me mettre d'entrée comme ça dans Platon et dans la République. Et là, quand j'ai pris, j'ai commencé à lire, et j'ai lu en diagonale. Je me suis dit, comment ça se termine et quels sont les personnages. J'ai pas lu, je l'avoue, de A à Z, je sais pas si Léo l'a fait, mais moi je l'ai pas lu. Hein. J'ai abandonné, j'ai baissé les bras. Je me suis dit, je ferai ça plus tard. Hein. Voilà, plus tard, quand j'aurai le temps, je me relirai La République de Platon. Et le livre 1, pour essayer de comprendre ce qu'il en est de la justice et du bonheur par rapport à la justice et l'injustice. Mais voilà, ce qu'il faut être juste. Et puis ces exemples de médecins et d'équitation, il les prend bien. Ils sont là, ils ne trichent pas, Badiou. Et Badiou, avec cette liberté qu'il a, la seule grande liberté, c'est qu'effectivement, il met le personnage femme, et il faudrait vérifier, il faudrait lire son texte quand même, avoir son texte, et puis regarder avec celui de Platon pour bien vérifier. Et puis, oui, il descend, hein, il explique Platon, comment il descend, etc., puis il descend vers le Pirée. Il y a bien cette histoire de, je ne sais plus, de cérémonie avec, donc on peut comprendre pourquoi il y a des bougies. Il dit que... oui, il descend, voilà, il va descendre vers le Pirée, et puis, voilà, il est question d'une course au flambeau, dès le prologue de la République, ça j'essaie de lire. Et en fait, il part, effectivement, ils vont tenter, ça va être une recherche, ils le disent, une recherche avortée d'une définition de la justice. Donc, en fait, on ne saura rien. Il nous laisse face à nous-mêmes, face à la justice. Voilà, il se pose des questions dans cette espèce de dialectique. Il y a le sophiste avec Thrasymachus et tout son dialogue. Bon, naturellement, il y a forcément ce rapport entre Thrasymachus et Socrate, par l'œuvre de Socrate qui est partagée effectivement entre les personnages. Mais en fait, c'est pour arriver à ça, c'est pour arriver à ce mot de Platon qui fait toute sa philosophie, toute cette phase de Socrate, pardon, toute cette philosophie socratique. Bon, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais pas, il termine là-dessus. Je ne sais pas, on ne sait pas. Donc, à vous de faire. Et moi, j'ai trouvé que c'était incroyable, ça. Je me suis dit que c'était
Et puis bon, alors naturellement, bien sûr, c'est de la philosophie, mais on se dit quand même, à ce siècle de Périclès, comme ça, sous ce siècle de Périclès, la philosophie et le théâtre naissent. Après tout, dans Antigone de Sophocle, le rapport qu'il y a entre Créon et Antigone, est-ce que c'est pas déjà une espèce de dispute métaphysique? Et après tout, ces dialogues, pourquoi Platon il a utilisé le dialogue? Pour Socrate, on ne connaît qu'à travers les dialogues de Platon, on n'a rien de Socrate. On va sur l'Acropole, on cherche sa tombe, là où il a pu, la prison, où il a pu boire sa ciguë, on est là, on se dit où a pu être Socrate, mais de Socrate, on n'a que ces dialogues, et quand on se dit, bah oui, d'accord, c'est très très dur finalement à lire, bon, je crois que finalement, un des dialogues les plus faciles, c'est la mort de Socrate, mais peut-être le banquet aussi, mais en fait, c'est quand même, ils ont choisi quand même le dialogue pour, donc c'est quand même une forme théâtrale quelque part. Non, moi je défense, j'ai trouvé la scène d'un. Moi je suis très convaincue par tout ce que tu dis sur Socrate, sur Platon, Badiou un peu moins, mais je pense que ça ne fait pas théâtre à l'arrivée. C'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur un plateau, alors même s'il y a peut-être une volonté didactique, oui, didactique, c'est même pas. Moi je vais pas au théâtre, enfin. On est quand même au XXIe siècle, donc on ne peut pas penser non plus le théâtre comme le pensaient les Grecs. Sinon, alors, ça veut dire qu'on n'a pas bougé, qu'on n'a pas avancé. C'est une proposition, hein. Il ne fait pas extrêmement. Oui, c'est une proposition. Non, mais là, ce qu'on voit nous, ce qui se matérialise sous nos yeux, aujourd'hui, les spectateurs du XXIe siècle, sans renier cette histoire-là, qui nous sépare de l'origine de l'écriture de ce texte, je ne sais pas à qui ça parle. Peut-être il y a des jeunes et des moins jeunes, donc, mais moi je sais qu'il y a une forme qui ne va pas dans ce dispositif. Si je peux me permettre. La dispute. Ouais, en fait, j'ai trouvé que la modernisation posait problème parce que c'est quand même un texte qui a été écrit sur l'injustice il y a plus de 2000 ans. Et donc, il cherche à défendre quasiment tout le texte le fait que la justice soit toujours supérieure à l'injustice. Et au final, ça prend place au XXe siècle. Enfin, on devine que ça prend place au XXe siècle, juste le siècle où il y a eu toutes les atrocités les pires qui ont été commises. Et justement, pendant la pièce, il donne l'exemple de Staline, et justement en argumentant, et qui a juste été le type qui a tué des centaines de milliers de personnes, et ça n'a jamais posé de problème. Enfin, il n'a jamais vraiment eu de problème, et il est mort alors qu'il était encore au pouvoir. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu paradoxal. Justement, en fait, c'est que moi, j'avais vraiment l'impression justement de ne pas être au théâtre, et j'avais limite envie à des moments de participer à cette discussion. C'est ce qui se faisait qu'elle était vraiment moderne et qu'elle se dégageait d'une vision entre guillemets classique du théâtre. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était que justement les diverses interactions entre guillemets du public, les invectives, tout ce qu'on fait, c'était. Je trouvais ça intéressant, mais après, effectivement, je comprends tout à fait votre point de vue. Moi aussi, je disais qu'on se prenait justement au jeu, je ne trouvais pas que chaque acteur était là à titre d'exposition de quelque chose. Enfin, la séance à laquelle j'ai assisté, la présentation, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient dans le rôle du questionnement, et ça nous titillait nous aussi au niveau des neurones, et on les suivait bien, on avait envie effectivement d'intervenir. Et puis, effectivement, il n'y a pas de réponse. C'est plutôt, on est parti. Enfin, moi, je suis partie dans l'état de me dire, c'est bien parce qu'on est en questionnement constamment. Ce qui prouve que cette question de la justice est encore actuelle. Oui, exactement, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ce spectacle réjouissant. Et tonifiant. Et puis, en fait, c'est pas, moi, personnellement, je vais beaucoup au théâtre, je n'ai pas vu tellement de textes philosophiques mis en scène. Oui. Donc dire que c'est quelque chose qui n'est pas moderne, je trouve que la démarche n'est pas si facile que ça. Moi, c'est la première fois. Et j'ai vu, je ne sais plus combien de pièces j'ai pu voir depuis que je vais au théâtre. Donc je pense que cette démarche-là est une démarche, faire un travail philosophique au théâtre n'est pas une démarche habituelle, quoi. Donc il me semble que c'est hyper intéressant. Et personnellement, moi, je me questionnais comme si j'étais dans un cours de philosophie. Quoi. Moi, j'étais dans un cours de philosophie. Je les suivais, je raisonnais, j'essayais d'argumenter en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais lui répondre? Donc il répond ça, c'est pas mal, j'aurais répondu mieux, moi. Donc c'est complètement dedans, quoi. C'est exactement ce qui me pose problème, c'est qu'on n'est pas
pas sur un acte théâtral. Moi, en regardant la pièce, pour être très honnête, j'ai pensé à l'émission de Raphaël Antoine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je trouvais qu'on était dans quelque chose comme ça, de présentation de concept. Oui, Raphaël. Il y avait quelqu'un qui avait demandé à ça. Simplement, il y avait une question que j'aurais bien aimé poser au metteur en scène qui concerne justement les costumes auxquels on a fait allusion tout à l'heure, parce que c'est clair que du côté de Badiou, il y a vraiment un travail sur le contemporain. Il le dit, il a beaucoup parlé de texte, il réécrit avec des expressions d'aujourd'hui, il crée le personnage d'Amanta parce que ça lui paraît impossible d'avoir un dialogue philosophique sans femme aujourd'hui. Donc là, on comprend très bien la démarche. Et du coup, je ne comprends pas ce caractère, je ne sais même pas comment le nommer, années 40, ou désuet, des costumes, cette robe un peu à la Edith Piaf. Enfin, je ne vois pas du tout. Alors, justement, mais peut-être qu'il y a une intention derrière ça. Est-ce que c'est finalement évoquer les années, je me suis par votre fait, est-ce que c'est évoquer quand même les années 40 sans nous le dire, parce que c'est pas des costumes d'aujourd'hui, enfin, on est bien d'accord. Donc il y a ce décalage supplémentaire, il y a l'antiquité de Socrate, il y a le texte très contemporain de Badiou, et puis ces costumes. Oui, moi j'ai pensé aux années 40, mais ça ne m'aidait pas à comprendre le texte, et voilà, il y a un malou qui m'a manqué, vous avez une réponse. En disant ça, c'était pas. Enfin, génial, mais moi, ça ne m'a pas trop gêné. Alors, ce qui m'a. Mais je voulais répondre par rapport à ce que vous disiez, parce que je trouve ça intéressant. Je me disais, mais finalement, est-ce que Badiou n'aurait pas réussi? Parce qu'effectivement, moi aussi, je me posais des questions. Parce que la preuve, c'est que j'ai voulu, quand même, le soir, j'ai quand même été chercher la Pléiade, le dimanche. Mais bon, je n'ai pas lu, encore une fois, mais j'ai sorti, voilà. J'ai sorti mon tome, j'étais vraiment pleine de volonté. Mais c'est vrai, cette idée de questionnement, on rentre avec des questions, puis effectivement, quand j'ai vu qu'il terminait bien en disant, mais on ne sait pas, je ne sais pas, eh bien, au fond, est-ce que Badiou n'a pas réussi, finalement, à faire ce que Socrate faisait sur l'Acropole, cette histoire de questionnement, de maïotique, pour nous faire comprendre que finalement, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et qu'on ne peut qu'être que dans le questionnement. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils prennent des jeunes gens pour faire ça. Enfin, que le metteur en scène prenne des jeunes gens, que ce soit des jeunes gens qui jouent ça. Celui qui m'a le plus gêné, pourtant je l'aime comme comédien, je l'aime beaucoup, c'est Recep Mitrovica dans le rôle de Socrate, personnellement. Parce qu'en fait, il me gênait, parce que d'abord, je trouvais qu'il pesait, qu'il devenait théâtral, là, pour le justement. Et que la proposition qui m'était faite, et à laquelle finalement je me moquais qu'elle soit vraiment théâtrale, et qu'elle me passionnait, je trouvais ça jubilatoire, j'étais excitée, j'essayais de comprendre. Et puis, en fait, j'ai trouvé que Recep, là, pour le coup, je me suis dit, c'est dommage, il est posé, même quand il ne disait rien, je l'observais parce que je l'aime vraiment beaucoup, c'est un comédien que j'aime vraiment beaucoup. Et je me disais, il n'est pas là, c'est pas ce qu'il fallait pour Socrate. Non, je croirais presque dans un personnage de Tchekhov, là. Ah, oui, vous avez raison, ouais. C'est peut-être les costumes des garçons. Non, mais c'est un costume plutôt d'Indienne, Oui, il aurait bien fait de les mettre dans des costumes d'étudiants d'aujourd'hui, un groupe d'étudiants qui vient prendre un pot, et puis qui discute, qui discute. Mais est-ce que c'est pas une façon de rendre, pour moi, la chose complètement intemporelle? C'est-à-dire qu'on n'est pas, bien sûr, à l'époque de la Grèce, du Juppé, et tout. Bon, à ce moment-là, ça pourrait être un peu folklorique. Et puis, c'est toujours un peu difficile. Moi, personnellement, dans les théâtres, c'est très le costume actuellement, c'est difficile. Tandis que là, la distance, elle est faite tout de suite. Et moi, elle est tout de suite faite. Mais moi, par exemple, au tout début, quand ces jeunes descendent, enfin, il y a une fête, c'est les descendent de Flambeau, il y a l'idée, on va se retrouver chez Machard parce qu'on va rencontrer un tel, et il y a l'idée de jeu, de plaisir intellectuel, de s'affronter. Et moi, ce qui m'a gêné, donc je me réfléchis que là, voilà, on va se retrouver dans quelque chose. Et c'est là où moi, je n'ai pas basculé avec le parti pris du metteur en scène, ni avec le texte de Badiou, que quand même, d'un moment, je finis par trouver un peu débango, parce que coller une femme dans ce dispositif-là, parce que maintenant, s'il n'y a pas de femme, il se dit, je ne veux même plus risquer de faire traiter de misogyne. Donc ça va, il y avait Platon comme... Oui. Il devait se réfugier derrière. Oui, voilà, il aurait dû se réfugier derrière Platon, il n'était pas obligé de... Mais enfin, peu importe. Et ce jeu-là se délite totalement d'entrée de jeu. Et alors, effectivement, c'est peut-être parce que... Comment il s'appelle ton acteur c'est lui qui démarre au départ, et effectivement, c'est comme s'il n'était pas à sa place. Donc,
Il y a et moi, à partir de là, j'étais totalement pas déstabilisée, mais je me suis dit, ça part mal, quoi. Et j'ai pas réussi à Lui, il raccrocher. n'était pas tout à fait sa place. Non, il n'est pas tout à fait sa place. Oui. Moi, j'ai été personnellement un peu gênée par j'ai aimé leur diction, mais j'ai été gênée par j'étais sur le plateau par l'intensité des voix. Parce que c'est dans un tout petit lieu, et je trouvais que c'était un peu crié. Ça me gêne, voilà, un peu trop surjoué dans ce sens-là. Les costumes n'ont pas trop plu, je ne comprenais pas très bien Par contre, moi j'ai aimé la diversité des personnages, et j'ai trouvé ça très, très actuel, parce qu'avec le plaisir de savoir discourir, de savoir chacun exprimer son point de vue, certains se ralliant, d'écouter l'autre, de l'amener par ses réponses à se rendre compte que la première chose, il acceptait aussi plus ou moins ouvertement, peut-être pas intérieurement. Enfin moi, j'y envoie mon fils ce soir qui est en terminale. Je pense que c'est agréable, même si ce n'est pas du théâtre, comme vous avez dit, je suis beaucoup au théâtre, j'ai peu vu souvent de textes philosophiques. Et je remercie le traducteur parce que je trouve ça très agréable d'avoir une traduction un peu moderne qui puisse attirer l'esprit des jeunes gens. Et après, même si c'est pas parfait, je pense que dans toute chose, il y a des choses à première pièce. Moi, j'ai pas trouvé les costumes top non plus, les éclairages étaient tristes, le labyrinthe. Donc, je pense que dans chaque chose, il y a des choses bonnes, des choses mauvaises. J'ai trouvé que les acteurs, moi, le fait qu'il y ait une femme, je ne veux pas en tant que femme, et c'était peut-être elle qui avait plus le jeu, dans le jeu amusement. Ouais, elle reprenait. Voilà. Mais il dit qu'elle est la sœur, il dit il y avait la sœur. Et en fait, c'est le frère que j'ai trouvé il me semble, dans la public où on voit, il y avait le frère, il dit à un moment, encore une fois, je n'ai pas lu, j'ai lu en diagonale, mais j'essaie de vérifier quand même comme et ça. je pense que moi, je remercie ceux qui ont mis en scène, et j'aurais aimé en terminale avoir vu, peut-être pas un théâtre, mais quelque chose qui montre, enfin moi, ça m'a, comme monsieur, j'avais envie parfois de répondre, et puis surtout, évidemment, je pense qu'on était acteurs actifs. Oui, et j'ai trouvé des modernités, enfin ces textes qui sont comme en 2000 ans, cette histoire de 25 ans, 26 siècles, 5 siècles avant Jésus-Christ. La justice, le pouvoir des méchants, et j'ai beaucoup aimé, alors moi, toute mathématique de tableau, j'ai trouvé ça marrant. Même si à un moment, j'étais à l'encoché. À un moment, je pense que c'est exprès, et à un moment, j'ai été reposée. Je pense que c'est un spectacle aussi, ça demande pas mal de travail. Mais je vais juste citer, il y avait une Touché qui a travaillé sur des textes de Platon, la femme de Dutch. Il me semble qu'elle avait travaillé sur le banquet il y a quelques années. Il y a quand même eu des propositions sur les dialogues. Je veux dire que c'est pas la première fois qu'on se dit tiens, mais les dialogues de Platon, en fait, les dialogues socratiques, ils doivent être. J'avais eu la chance d'écouter Alain Badiou qui est venu expliquer, donc il a bien expliqué l'origine du théâtre et le fait qu'en fait le théâtre, voilà, c'est vraiment le fait d'un dialogue, c'est pas un monologue, et c'est de se répondre et tout ça. Donc moi j'avais un peu une ouverture par sa conférence qui m'avait aidé. Avant de voir le spectacle, Oui, c'est ça. tout à fait. Parce que ça apporte beaucoup le fait que les dialogues justement soient incarnés devant nous, c'est qu'on peut visualiser chaque personnage. Alors que quand on lit, des fois on se perd un peu, on a envie de revenir, qui a dit ça déjà. Alors que là au moins on voyait concrètement qui parlait. Donc à part qu'il change un peu là, mais enfin c'est Badiou, c'est plus bas, oui. Enfin Badiou c'est un philosophe. Il a expliqué aussi que tout n'était pas sous forme de dialogue, donc parfois c'est un peu discontinu parce qu'il saute quelque part, parce qu'il y a des longs trucs de monologue et qu'ils ne peuvent pas mettre de façon théâtrale. C'est ce qu'il a expliqué. Et donc parfois les questions sont un peu, il y a trois questions, tout n'est pas ça, il n'y a pas une intrigue qui fait que même les spectateurs n'est pas menés. Après tout, Platon, c'est lui qui écrit. On imagine que si vraiment Socrate discutait avec ses disciples comme ça sur les pentes, à l'Agora, à Athènes, ils devaient être en train de discuter comme nous, avec un truc. Et Platon, lui, il fait un truc très très philosophique, et la preuve, c'est qu'après, ça va devenir un manuel de philosophie. Enfin, je veux dire, ça va devenir une base pour les étudiants de philosophie, et pour les étudiants de terminale aussi, quoi. Le problème, je pense, de cette pièce, ça a été en particulier la fin. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de réponse à apporter. Et à la fin, à l'intervention d'Amanda, qui dit oui, bon, on a traité des questions, et maintenant il faut qu'on passe à est-ce que être juste rend heureux. On a presque l'impression qu'il nous apporte une réponse, alors qu'en fait, on
on n'a pas de réponse. Donc j'ai trouvé que la façon dont se concluait la pièce n'était pas vraiment... Mais elle se conclut comme ça, Lola. Je vous promets, elle termine là-dessus. J'ai connu. Oui, J'ai lu la fin. Il faudrait la réécrire. Mais comment est-ce qu'elle termine? Qu'est-ce qu'il nous dit, quoi. Justement, ça se finit un peu comme ça et je trouve que ça relance pas assez le débat pour que nous, en sortant, on se réinterroge. Et parce que, en fait, alors peut-être que c'est aussi la construction, parce qu'en fait, ce n'est que le livre 1 de la République, et qu'en fait, la République, après, ça va aborder d'autres, et qu'en fait, c'est une réflexion. Bon, il faut tout relire, quoi. On est encore dans le questionnement. Pas ça. Bon, Si je peux l'ajouter. oui, bien sûr. En fait, je pense que le but n'était pas la représentation, et c'est pour ça qu'on a tant parlé à propos du théâtre, mais c'était justement la discussion en elle-même. En fait. Je pense. C'est pour ça que finalement, ce qu'on peut critiquer, c'est plutôt la forme et aussi son côté inhabituel des dialogues avec platonicien. Voilà. Oui, puis il a choisi la justice parce qu'en ce moment, on se dit que effectivement, la justice, en ce moment, on le voit autour de nous. Bien sûr, c'est quand même toute une actualisation des choses. C'est bien, ça nous apporte un peu de distance. On peut s'interroger, ça s'interroge sur d'autres, ça va plus loin. Moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le théâtre humain. On passe à Phèdre. Alors, c'est la dernière création de Martinelli, en contexte des Amandiers, puisqu'il va poursuivre avec sa compagnie d'autres aventures ailleurs, et que de toute façon, au cours de la saison, en 2014, il va représenter Titanicus, il y aura d'autres pièces. Et puis un spectacle aussi d'Aminata Traoré et puis l'autre musicien africain, Rémy Martin, voilà, merci. Donc bon, il sera présent quand même les 6 prochains mois. Ouais. Donc Phèdre, qui commence Allez, Nathalie. En plus, il va. Non, parce que j'avoue que j'ai été très déçue par cette pièce. C'était, je ne vais pas le cacher, c'était la première tragédie que je voyais. Et je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas du tout à ça. Il a fait des choix que, notamment dans les décors, ou même dans la distribution des acteurs, que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Notamment pour Phèdre. Physiquement, elle est très pulpeuse, elle est très jeune, elle est très belle. Et finalement, c'est peut-être pas elle qu'il aurait dû préférer. Elle joue bien, c'est peut-être l'une de celles qui s'en sort le mieux. Mais physiquement, elle n'est pas du tout crédible. Je pense qu'elle n'est pas maladive. C'est pas ça. Concrètement, elle n'est pas Phèdre. Et j'ai eu un gros problème aussi avec la diction. Quand j'ai lu beaucoup de choses dessus, et Jean-Louis Martinelli a dit qu'il avait complètement épuré les décors pour laisser toute la place au texte. Mais laisser toute la place au texte, ça demandait d'avoir des acteurs qui pouvaient se permettre de dire le texte avec beaucoup de force, avec beaucoup de présence. Et finalement, je ne les ai pas vraiment retrouvés, notamment pour Thésée. Le personnage de Thésée était tellement dramatique. Quand il parlait, c'était pas forcément... on était dedans, quoi. Concrètement, on pensait plus à la façon dont il le disait qu'à ce qu'il disait. Et le dernier point qui m'a laissé un peu sceptique, c'est la disposition de la salle en frontal. Et en fait, elle n'était pas suffisamment exploitée comme dispositif. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup les personnages défiler devant nous, et finalement, il n'y avait pas tellement, c'était pas tellement utilisé. Oui, je suis assez d'accord avec Mathilde, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de longueur, l'édiction n'était pas parfaite, et finalement, il y avait peut-être trop d'attentes parce que tout de même, Phèdre, Racine. Mais d'un autre côté, je pense que par rapport à Thésée, et c'est peut-être paradoxalement ce qui m'a plu en un sens, c'est qu'il apportait à travers tout le tragique racinien une petite note d'humour qui n'était pas déplaisante, qui finalement n'était pas située adéquatement, mais c'était, je sais pas, j'ai bien aimé, je trouvais ça bon. Après, c'est vrai que c'est pas effectivement
la meilleure façon d'aborder tes événements. Je partage assez votre avis. Enfin, déjà, le dispositif frontal est très mal exploité. Il n'y a absolument aucun intérêt a priori là, dans cette forme de mise en scène. Moi, j'ai trouvé que c'était un Phèdre des seconds rôles, entre guillemets, puisque j'ai quand même vraiment apprécié la comédienne qui joue Eunon, Sylvie Mulot, que j'ai trouvé plus que crédible. J'ai trouvé qu'elle donnait corps au personnage d'Eunon, et j'ai pensé la même chose d'Abbas Zamani pour le personnage de Théramène. Et j'avais l'impression que ces deux personnages consistants se battaient pour donner vie en fait à Phèdre, à Hippolyte, à Thésée. Donc c'était une sorte de fête que j'avais jamais vue, qui m'a fait me poser des questions. Je me suis dit pourquoi pas construire quelque chose sur ces deux personnages qui sont peut-être plus fascinants que ce qu'on a vu ailleurs. En fait, voilà, c'est une pièce qui m'a posé beaucoup de questions. Je me suis demandé pourquoi monter Phèdre aujourd'hui. J'ai pas la réponse, mais j'ai trouvé ça étrange que ce soit la première fois que je me pose la question, alors que c'est quand même une pièce beaucoup montée. Et le décalage entre cette scénographie très contemporaine, ces costumes entre guillemets d'époque, puisqu'on est sur une sorte de tenue antique pour les femmes. Les hommes seraient plutôt en pyjama. Mais voilà, il y avait ce décalage que j'ai pas compris comme un meuble ancien qui serait placé dans une galerie contemporaine. Enfin, voilà, je n'ai pas compris ce que ça apportait. Et voilà, et bon, on va peut-être pas le redire, mais vraiment pour moi la catastrophe c'était Thésée. J'ai absolument pas compris ce qu'il voulait faire avec cette direction. Ces changements de voix constants, on ne pouvait pas percevoir sur quel registre il était. Et voilà, l'effet de rideau de pluie final était assez joli, mais n'apportait pas grand-chose non plus au contenu. Voilà, pas convaincue, mais vraiment, je voulais juste saluer les comédiens qui ont fait venir Théramène. C'est peut-être justement Eunon qui aurait dû jouer Phèdre, parce que je pense qu'elle aurait été physiquement. Alors, pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé cette pièce. Alors, vraiment, je trouve que Martine nous embarque dans une espèce de pays extravagant, puisqu'il est austère. On est juste sur les costumes, jupette, machin, pli, enfin, je sais pas quoi. Et à partir de là, tout est fait pour nous laisser imaginer un palais avec des couloirs, des pièces où on peut rentrer, sortir, se croiser, ne pas se croiser. Voilà. Donc moi, sur le dispositif scénique, c'est pas le premier à faire le dispositif frontal. Chéreau l'avait fait sur Phèdre. Chéreau l'avait fait effectivement sur Phèdre avec un livre blanc. Moi, la Phèdre, elle ne m'a pas convaincue quand ça dit le texte, mais je trouve que son physique se rapproche peut-être du personnage initial de Racine, c'est-à-dire que quand même, là où elle est entre Thésée, qui a un vieux coureur de jupons qui va regarder ailleurs, et puis ce beau fils qu'elle a là sous les yeux, qui en âge ils sont plutôt proches quand même, hein, donc forcément il y a quelque chose de l'attraction terrestre entre deux qui fait qu'elle est totalement bouleversée par ce jeune garçon qu'elle voit. Après moi je la trouve moins bonne parce que je trouve les autres acteurs formidables, à commencer par Thésée. Moi, Amour Raya, je le trouve formidable parce qu'on dirait un acteur japonais de temps en temps. Il est sur ce registre-là, c'est-à-dire qu'il a une virilité, une puissance, il est terrien, il balance, et ça dérange, évidemment ça dérange, parce que ça surprend totalement, on est déstabilisé par Thésée. Et lui, il arrive avec cette... Voilà, c'est les 7 samouraïs, c'est un des 7 samouraïs. Il débarque là, son fils qui lui casse les pieds, lui dit bon, elle t'arrête, t'es comme tu dégages. Et en fait, il se fait complètement avoir. Et je trouve qu'il est tout le temps dans une espèce de retenue. Et ça, moi j'étais très très sensible. Parce que, effectivement, j'y suis allée en ayant lu quelques-uns de mes confrères qui me trouvaient abominable. Alors, bon, moi qui l'aime beaucoup, je me disais. Et en fait, non, je trouve qu'on se fait à la musicalité de sa langue. Il impose quelque chose, une
façon de dire les alexandrins qui est pas... Et qui finalement nous tient en haleine, moi, sur ça. Il y a Hippolyte, que je trouve magnifique, ce jeune garçon, Mounir Marmont, il est beau comme un dieu, il balance, il est dans cette ambiguïté en permanence que porte le personnage d'Hippolyte, qui en aime une autre, qui ne comprend pas ce qui lui tombe dessus quand en fait on lui déclare sa flamme, qui ne veut pas, parce que c'est un garçon de belle éducation, de bonne éducation, donc il ne veut pas balancer sa belle-mère, donc il prend sur lui, au risque de se faire bannir par son père, et jusqu'au bout, c'est un demi-dieu ce garçon-là, il ne bouge pas, il porte en lui un peu cet héritage de tous ces rois, de toute cette civilisation. Moi, et lui, l'acteur, pour le coup, je trouve qu'il est en même temps dans une fragilité, parce qu'il a une beauté comme ça, qui ne peut pas être différent, et en même temps, c'est un très bel acteur. Et, alors, Eunon, évidemment, voilà, on sent que voilà, c'est pas n'importe qui, c'est une milieu, c'est une grande actrice. C'est une grande actrice. Moi, son personnage, effectivement, elle lui donne quand même cette envergure qu'il y a dans la pièce, mais c'est pas celle qui m'a le plus. Enfin, il y a Abbès Zamani, voilà, dans Terramen, je trouve magnifique, le dernier monologue, il est bouleversant. Voilà. Donc, non, moi je trouve que vraiment c'est un beau travail. C'est à l'économie. Voilà, c'est sans. Je veux dire, il n'y a pas de décor faramineux, on ne part pas. Mais je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a renvoyé des images, ça donnait de la chair, ça donnait de l'espace. Cette fête, alors évidemment, les jeunes garçons étaient un petit peu en émoi quand ils passaient. J'avais de orange, j'avais mis ça devant moi, c'était drôle. Et là, parce que j'en ai écouté faire comme jamais. C'était très bon, ça. Voilà. Non, mais je suis de ton avis. Enfin, moi, je ne suis pas si enthousiaste sur la mise en scène de Jean-Louis Martinelli. Bon, c'est vrai que moi, j'en reste à celle de Jean, mais chacun voilà, a ses références et ses références. Mais je suis tout à fait d'accord, j'ai envie de défendre Anne Suarez. Parce que au début, c'est vrai, quand on rentre, mais ça, c'est peut-être ce qu'on disait, c'est peut-être une question de costume. Quand elle rentre, au début, je me suis dit, oh là là, non, on n'a pas ça. Pas ça. Et puis finalement, elle m'a convaincue. Et puis finalement, je me suis dit, mais il n'a pas ça. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours de Phèdre quelqu'un qui est comme ça, je veux dire, si âgé, beaucoup plus âgé qu'Hippolyte, et qui est quand même, je veux dire, la femme de 40 ans sur le retour, et puis qui essaie de draguer ce minet. Et pourquoi ce ne serait pas deux jeunes gens à peu près du ménage, d'autant qu'ils sont tous les deux très beaux, tous les deux, et finalement on y croit. On pense qu'il peut y avoir une histoire entre eux. Et on peut comprendre la jalousie avec Carici, on peut comprendre à ce moment-là le trio, comme ça, entre ces deux jeunes femmes qui peuvent, on se dit Carici, elle peut quand même avoir des inquiétudes par rapport à Phèdre, que Phèdre, voilà, elle se dit qu'elle a peut-être une chance d'avoir à partir du moment, et c'est pour ça qu'elle est si blessée, quand elle se croyait que personne, aucune femme ne l'intéressait, et quand elle s'est dit, mais on se dit oui, puisqu'elle est belle, à la limite elle est belle, elle est jeune, elle avait des chances, comme Aricie, de séduire ce beau jeune homme si pur et si voilà. Donc moi je trouve que c'est très intéressant et que ça m'a intéressée dans la mise en scène. Par contre, alors non, moi non plus, j'ai pas supporté le jeu, et j'aime beaucoup cet acteur, mais j'ai pas supporté le jeu d'Amoukraya, et par contre, j'ai trouvé qu'Abbès Zamani était comme d'habitude, formidable, extraordinaire. Bon, c'est vrai que la tirade de Terramen, c'est un des plus beaux textes du théâtre classique français, et que Racine nous a mis ça dans sa tragédie, mais là, il nous l'a fait entendre de façon tellement humaine. Et alors, j'ai trouvé que le seul moment où je sauverais Thésée, c'est à la fin, c'est après la mort d'Hippolyte, où j'ai l'impression que là, il a une espèce de justesse, de vérité, d'authenticité quand il laisse tomber. Voilà. Et là, on s'est dit, mais c'est Amoukraya comme il aurait pu être. Parce que moi, je me suis dit quand même, Racine, son Thésée ne peut pas être si primaire. Enfin, c'est Racine. On se dit, il doit quand même être plus complexe. On n'est pas obligé d'en le faire, même s'il dit ce qu'il dit, et même si c'est le séducteur et le coureur de jupons, comme tu dis, et qui est finalement au guerrier entre la guerre et puis les femmes, on s'est dit, mais quand même. C'est une brute. C'est une brute, mais il là, en l'occurrence. Ouais, là, il est plus. Bon, voilà, c'est ce que je dirais. Et pour rebondir, je trouvais que justement, ce qui me dérangeait, c'est que les personnages étaient un peu
réduit. Ce que tu dis sur Phèdre n'est pas faux, qu'on comprend peut-être mieux justement la jalousie envers Aricie, mais ce qu'on perd en revanche, c'est tout ce poids de l'hérédité de Phèdre, c'est son lien avec les dieux, pour moi, elle manque cruellement de la fatalité. prestance. Voilà, je la sens pas, Tragique. cette fatalité. Il n'y a pas de tragique pour moi là dans cette Phèdre-là. Oui, c'est une Phèdre humaine, hein, finalement, quand on y pense. Alors on peut penser que les jeunes gens se sentent, je sais pas, ils peuvent se sentir près de nous, c'est proche. Ce soir. J'ai pas senti d'homogénéité. Je sais pas comment. Dans la distribution. Voilà, j'ai vraiment régalé l'annonce de la mort. Enfin, là, pour moi, ce spectacle tient par Abbès Amani. C'est incroyable. Moi, j'ai bien aimé quand même la scénographie. Je pense qu'il y a beaucoup de négatif. Tout n'est pas négatif. Non, tout n'est pas négatif. On sent que chaque acteur se donne et que la sauce prend pas tout à fait. Mais quand même, la petite Anne Suarez, bon, au début, je dis vraiment, puis après, elle m'a quand même, je dirais, m'a bouffé quelque part. Parce que, attendez, si jeune, je l'ai faite, on va toujours. Enfin, on se dit, je sais pas, c'était Sarah Bernhardt, ou je sais pas, enfin, attends, on a l'impression d'une fête comme ça, dans l'histoire du théâtre, on se dit. Et cette jeune femme qui a écouté, effectivement, un côté tellement pulpeux, on sait, c'est plus. Je ne sais pas, Barbara Monroe, enfin, j'en sais rien, enfin, Monroe, peut-être plus. Enfin, elle est là. Elle a, avec cette robe qui met sa poitrine en évidence, et puis petit à petit elle nous convainc, c'est-à-dire que petit à petit on croit, c'est l'histoire avec Hippolyte, il y a de tout, parce qu'elle a quand même, ce qu'elle a de joli aussi, c'est que comme elle est très jeune, je trouve qu'aussi elle est pulpeuse, mais elle est aussi très vulnérable. Hippolyte, il est vulnérable, ils sont vulnérables tous les deux. Ils sont tous les trois, à la limite c'est presque Aricie qui serait la plus, parce qu'elle est déjà dans un rapport de pouvoir, elle est presque plus mature que d'eux. Lui, comme il n'a pas vécu, il est amoureux d'Aricie, mais quand même, il manque d'une certaine, tu le disais, il est fragile. Et elle est vulnérable. Elle est amoureuse, c'est une jeune femme. Elle a été avec cet homme âgé que, bon, alors Martinelli, c'est peut-être ce qui justifie ce que tu expliques, c'est-à-dire qu'effectivement, si on en fait une brute épaisse, elle a été mariée avec cette brute épaisse, qui en plus avec tous ses rapports avec Ariane et les autres, machin, etc. Et puis là, elle tombe sur ce jeune homme. Oui, enfin, elle dit quand même, elle dit, enfin, je sais pas, moi je ne connais pas les vers de Racine par cœur, mais je connais même pas. Mais je veux dire, quand elle dit, mais tu étais, enfin, je l'aime tel qu'il était quand il était comme vous, enfin, je sais pas quel est le vers de Racine, mais en fait, alors donc il a dû être ça aussi, Thésée. Il a dû être Hippolyte à un moment. Donc c'est là où je me dis, il ne faut pas quand même, alors est-ce qu'Hippolyte pourrait, s'il ne mourrait pas, deviendrait Thésée. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une Phèdre humaine quelque part, oui. Ça m'a touché ça. Mais voilà, bon, maintenant, c'est pas la fête que je préfère. J'ai été plus convaincue récemment par Elsa de Poivre à la Comédie Française. Ah, moi, j'ai détesté. C'est ce que j'ai dit à une amie journaliste. Moi, je préfère alors de 100 fois la Phèdre de. Même si Elsa de Poivre, c'était la seule qui arrivait. Je parle juste de la comédienne. Parce que la mise en scène, alors là, la mise en scène est française, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était insupportable. On n'entendait rien. La radio tout le temps, c'était un grec. D'ailleurs, il n'y a pas de musique dans le fait. Non, il n'y a pas de son. C'est la raison, ça vient. Au moins, elle nous fait écouter Phèdre, elle nous fait écouter les Alexandrins, elle nous fait écouter Phèdre, Martinelli. On peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est vrai que moi, je me suis dit, attends, par rapport à ce qu'on avait vu aux Français, et c'est vrai qu'Elsa de Poivre, en tant que Phèdre, elle était bien. Ah oui, Elsa de Poivre, je trouve qu'elle n'était pas très bien. Elle était mieux que les autres, évidemment. Elle vociférait. Attendez, avec la radio, c'était pas possible, ce décor. Ah non, c'était pas possible, Pourtant, c'était un grec. C'est une qualité de metteur en scène. C'était un grec qui avait fait la attendez, mais je veux dire, moi je suis une européenne. Mais attention, allons chercher un grec, je sais pas, enfin, quand La Salle dirigeait le français, il faisait appel à des metteurs en scène étrangers, qui étaient cinéastes, qui parfois pouvaient être à côté, mais qui faisaient en tout cas des propositions qui étaient justes. On pouvait être d'accord, pas d'accord, mais pas à ce point-là d'être en contresens. À la Comédie Française, monter un Racine en contresens. Non, mais. Enfin là, je ne vais pas faire du cocorico, mais j'étais un peu agacée, quoi. J'étais plus qu'agacée, moi. C'était une scène.
j'ai levé. Alors je trouve que là, c'est de Martinelli, elle vous fait du bien. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit en fait, par rapport à Fèvre. En fait, justement, dit son côté pulpeux et sa beauté et sa jeunesse révélaient paradoxalement sa fragilité. Et aussi que Thésée, de son côté, je pense qu'il y avait peut-être une idée d'anticipation de sa décrépitude. C'est-à-dire qu'il était déjà en train d'être déchu, en fait. Ouais, on s'imagine que quand on vieillit, qu'on devient un peu comme ça. On imagine les vieux beaux, par exemple, les vieux séducteurs qui peuvent être qui ont un peu fatigués, puis qui ont de l'argent, par exemple, les gens avec leur grosse voiture, puis qu'on voit avec des jeunes filles. Ouais, et on se dit, peut-être moins à notre époque, mais à un moment, on voyait ça. À un moment, on voyait des gens avec des. Maintenant, ils sont plus discrets, mais on les voyait avec des grosses voitures, et puis des jeunes femmes, donc on se disait. Voilà, et puis on peut s'imaginer que la jeune femme se séduite par un jeune homme qu'elle voit passer ou qu'elle rencontre, ou le fils du vieux séducteur. Je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi, j'en sais rien. Ça nous ramène à des choses plus prosaïques. Loin de cet Alexandre. Il faut que vous écriviez. Il faut que j'écrive. Parmi les étudiants qui l'ont lu, parce qu'il y a beaucoup de camarades qui travaillent, mais c'est pas une réponse. Ah non. Pourquoi C'était sur justement la diction. Moi, je ne suis pas complètement satisfait parce que je trouve qu'on n'entendait pas assez des sentiments. Personnellement, moi, je ne ressentais pas grand-chose en entendant certaines scènes qui étaient censées être à l'apogée du tragique et aussi donc, de l'exacerbation des sentiments. Et je ne ressentais pas du tout, ça. Justement, il y a un moment, c'était presque crié, on entendait bien les alexandrins, mais personnellement, moi, je trouvais que c'était pas assez. C'est peut-être le jeu des acteurs ou c'est peut-être les indications de Jean-Louis Martinelli, mais je trouvais que c'était pas assez expressif dans un certain sens. On voulait que ce soit expressif avec une grande sonorité qui donnait parfois des discordances, mais je trouve que justement il n'y avait pas un réel. Je ne voyais pas du tout les sentiments même les ressentis des personnages. C'était pas très... Notamment le moment tragique où quand même Phèdre révèle ce lourd secret à un homme. On passe un peu à côté quand même. C'est le moment de la pièce où tout se joue et on n'a rien. Où elle annonce sa mort en fait. Oui, où elle explique sa situation et on ne sent rien. De toute façon, c'est la difficulté de l'Alexandrin, sur la scansion, il y a un rythme, il y a une inspiration. Moi, quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'il s'en tire pas trop mal. Non, les faits catastrophiques quand même. Après, on en a vu une très belle, celle de Chéreau. Oui, mais alors elle était dans. Vraiment, elle était dans la tragédie, dans la noirceur. Oui, elle était dans la noirceur. Vraiment. Et puis c'est pour ça que c'était intéressant que Martinelli prenne ces jeunes. Parce que bon, Dominique, elle est quand même, c'est une grande actrice, elle peut tout faire, elle est magnifique, elle est toujours magnifique, mais en même temps on se dit, là, il fait quand même Martinelli, Paris, d'une jeune Phèdre, et moi je trouve ça intéressant. Et vous l'avez dit, le fait qu'elle soit jeune, justement, ça apporte tout le côté humain et la fragilité au personnage, mais du coup, le moment où les jeux de pouvoir commencent à se nouer, où on se demande qui va succéder au trône, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On est dans le trio amoureux, et en fait, le problème de qui va succéder au trône, il arrive comme ça, il ne trouve pas vraiment de réponse, il n'apporte pas grand-chose. En tout cas, il n'est pas considératif, ça c'est vrai. Il passe des choses. Et je pense qu'il a poussé autour de lui, effectivement, parce que le parti pris, c'est qu'il pouvait être assez jeune, et le tient jusqu'au bout, c'est autour de ça qu'on sent cette attention. Oui, on peut se dire que là, si on avait un lien à faire entre Macbeth et Phèdre, on est quand même sur des histoires de couple quand même. Je ne sais pas si c'est une volonté de Nanterre, vous êtes d'accord? Je ne sais pas, je me gêne ça comme ça, c'est une supposition, c'est peut-être complètement idiot, peut-être que si Jean-Louis Martinelli m'entendait,
rien compris du tout. Mais on se dit quand même, parce que là c'est pareil, dans Macbeth, et là on est sur le trio avec Aricie qui serait la plus politique, hein, la plus. D'abord dans ce jeu, c'est quasiment le seul rôle qu'on lui donne en même temps. C'est le seul moment où elle apparaît vraiment, c'est quand on se commence à se dire, elle va peut-être, et c'est ça qui a le plus de chances de succéder au trône, apparemment. Parce que finalement, en tant qu'amante, on la voit apparaître assez peu. Elle arrive une fois au milieu de elle la a 2 scènes. Oui, voilà. Parce que elle a 2 scènes. Et s'il y a le moment du rapprochement avec Hippolyte, où physiquement il joue plutôt bien, et physiquement on voit vraiment l'attirance qu'il a pour elle, mais dans la mesure où elle n'y répond pas vraiment, finalement en tant qu'amoureuse, pas tellement crédible. Alors que Phèdre, en fait, on peut se dire qu'avec Aricie, il était avec une jeune femme qui avait la même souffrance, le même destin tragique que lui. Ce sont 2 exclus. Lui rejeté, enfin, j'ai bien mis à l'écart, et en fait, ce serait plutôt le. Et puis, elle, bon, quand même aussi, je veux dire, ils sont comme on cherche mon mot, pas des exilés, mais ils sont comme, ils sont exilés intérieurs. Enfin, je veux dire, et en fait, c'est peut-être ça qui pourrait les rapprocher, qui aurait pu expliquer leur histoire d'amour, et qu'en fait, avec cette Phèdre telle que l'a choisie Martinelli, il pourrait y avoir le danger pour Hippolyte de découvrir le désir. Parce qu'elle, elle est obligée de, effectivement, elle est obligée de désir. Elle est pulpeuse, elle est là, elle est obligée de désir. Et en fait, alors qu'Aricie est l'héroïne tragique telle qu'on peut l'imaginer, même dans sa façon d'opposer. Sauf qu'il y a la question de l'inceste. Et sur ça, Hippolyte, il ne lâche pas. Oui, oui. Évidemment, on ne sait pas ce qui se passe au fond de lui. Et il a même fait plus de choses de le séduire presque que sa rivale, enfin, parce qu'elle est. Mais comme c'est un garçon qui a du droit dans sa tête, il ne franchira pas cette barrière-là de l'inceste. Enfin, de la femme de son père. De la femme de son père. Il n'y a pas d'inceste. Il n'y a pas d'inceste, mais enfin, symboliquement, c'est un inceste. Donc ça, lui, se refuse. Je dirais. Donc finalement, on ne sait pas très bien où sont ses amoureux, ses sentiments par rapport à Phèdre, mais en tout cas, il y a une raison. Voilà. Donc c'est un être de raison, finalement. Oui, c'est pour ça qu'il se retrouve avec Aricie. C'est encore une fois ce qui manque dans cette mise en scène, c'est la dimension politique, de pouvoir, et de tragédie. Oui, il y a là, enfin bref, c'est vrai que ça, on passe un peu vite. Et si on ne sent pas tellement la tragédie, la fatalité, il faut quand même leur reconnaître qu'on sent la passion. Il y a un moment où c'est indéniable. Le moment où Phèdre avoue quand même à Hippolyte ses sentiments, on le sent quand même, vous l'avez dit, il est très droit. Et on sait qu'il se refusera tout à fait à accepter ce genre de relation. Mais on sent quand même une petite hésitation. On sent qu'il y a un moment où ça tiraille. Il est troublé comme les lycéens, tu vois. Il a l'âge d'être troublé. Mais ça, c'est marrant, c'est vraiment choisi metteur en scène. Il n'y a pas que les lycéens. Oui, c'est la question du trouble, en fait, aussi. Il parle de ça aussi, Racine. C'est un homme de passion, c'est un auteur, c'est pas de la passion. Plus que Corneille. On en reste là. Vous avez des questions?